Je lirai aujourd'hui un document qui date de 1655 et qui est en fait une commission d'intendants. Par la suite, comme d'habitude, je présenterai le document, je le replacerai dans son contexte et je le commenterai. Louis, par la grâce de Dieu, roi de France et de Navarre, à notre amé et féal conseiller ordinaire, en nos conseils d'État privés et finances, le sieur de Saron-Champigny, salue. Ayant considéré combien il est important et nécessaire à notre service, et au bien et au soulagement de nos sujets de pourvoir à la bonne administration de la justice et police, et des finances en notre ville de Lyon, pays de Lyonnais, Forêt et Beaujolais. Nous avons continué, ordonné députés, continuons, ordonnons députons, par ces présentes signées de notre main, intendant de la justice, police et finances en notre ville de Lyon, pays de Lyonnais, Forêt et Beaujolais, pour en cette qualité assister le gouverneur et notre lieutenant général en la dite province de vos bons avis sur toutes affaires et occurrences vous trouvez au conseil qui seront par eux tenus, ouïr et entendre les plaintes et doléances de nos sujets de notre dite ville et pays, leur pourvoir ou faire pourvoir par des juges ordinaires, ainsi que vous verrez être nécessaire, vous enquérir soigneusement si la justice est bien et sincèrement administrée à nos sujets. Entrez, soir et présider aux sièges présidiaux et royaux du dit pays, toutefois que vous le jugerez à propos, réglé par provision, jusqu'à ce qu'autrement en soit ordonné, vous enquérir aussi de l'ordre et état de la police et administration des affaires et deniers communs des villes et communautés de la dite province, et en cas de plainte ou désordre y pourvoir ou faire pourvoir par les juges des lieux. Entrez, soir, présider et assister aux assemblées des villes, même aux élections des prévôtés des marchands et échevins de notre ville de Lyon et des officiers du corps commun des autres villes, y faire observer les règlements et l'ordre requis, avoir l'œil qu'il ne se fasse en l'étendue de la dite province aucune assemblée illicite, pratique sédition, émotion et entreprise sur nos places, ou autre quelconque contre notre autorité et service, ni aucune levée de gens de guerre sans nos commissions dûment expédiées, amas ou transport d'armes, et s'il s'en faisait, en informer ou faire informer diligemment, ainsi que de tous les crimes préjudiciables à notre service, décréter contre les coupables et procéder contre eux avec les juges présidiaux ou faire procéder par les juges ordinaires, conformément à nos ordonnances. Ordonner et enjoindre aux prévôts des maréchaux, leurs lieutenants, greffiers et archers, ce que vous verrez être à faire pour le bien de la justice et police, avoir l'œil à la levée et administration de nos deniers finances en la dite province et généralité de Lyonnais. Vous enquérir soigneusement s'il se commet quelque abus par nos officiers ou autres en la dite levée et administration, ou faire représenter les états de toute levée et imposition, entrer, soir et présider toutes les fois que vous jugerez être nécessaire, tant au bureau de nos finances établi à Lyon qu'en ceux des élections. Informer ou faire informer par les juges des lieux de toute exaction, concussion et malversation et procéder avec nos dits officiers ordinaires, ou faire procéder par eux contre les coupables, selon la forme et la rigueur de nos ordonnances, empêcher qu'il n'arrive aucune foule, oppression, ni désordre de la part de nos gens de guerre, ni autre au préjudice de nos sujets de notre dite province. Faire observer nos règlements et ordonnances militaires par tous nos gens de guerre. Prendre soin de tout ce qui concerne leur subsistance, maintien, discipline et police, selon la forme et teneur de nos dits règlements. Procéder ou faire procéder contre ceux qui oseront y contrevenir selon la rigueur d'iceux,
vous informer de l'état de nos affaires et services en ladite province, en tout ce qui concerne l'observation de nos édits, règlements et ordonnances, tenir la main à ce qu'ils soient inviolablement observés et en cas de contravention notable à laquelle vous ne puissiez remédier ou faire remédier sur les lieux en dresser vos procès-verbaux, et nous les envoyer en notre dit conseil pourrait être par nous pourvu selon l'exigence des cas de ce faire. Mandons et ordonnons au gouverneur et notre lieutenant général au gouverneur particulier de nos villes, places et châteaux, vous assister et donner main forte, selon ainsi qu'ils en seront par vous requis, et vous faire obéir en choses concernant l'exécution de la dite commission, et à tous les baillis, sénéchaux, prévôts, juges, leurs lieutenants, mêmes aux chefs et officiers de nos troupes, et à tous ceux dont elles seront composées et autres nos officiers et sujets, qu'il appartiendra de vous reconnaître, obéir et entendre en tout ce qui leur sera par vous ordonné pour la dite exécution. Car tel est notre plaisir donné à Soissons le 16e d'octobre 1653. Présentation du document. Et tout d'abord, voyons de quelle source il s'agit, quelle en est sa nature. Il s'agit d'un texte officiel clos par la formule « car tel est notre plaisir », synonyme de « car telle est notre volonté ». Une lettre nominative dont le bénéficiaire doit mettre le contenu en application dans un territoire délimité, la province et généralité de Lyonnais, pendant un laps de temps non précisé, un trait de la commission, toujours évocable à la différence de l'office, bien patrimonial. Replaçons le document dans son contexte. Les lendemains de la Fronde, qui se déroule de 1648 à 1653. À ce moment, Louis XIV a regagné Paris depuis un an, imité par le cardinal Mazarin le 3 février 1653. Les dernières places frondeuses de la Guyenne ont capitulé en août. À l'automne 1653, la paix civile est rétablie et l'autorité royale dans le pays doit être réaffirmée. Le pouvoir décide de procéder à la nomination rapide des intendants dont le Parlement de Paris avait obtenu la suppression quasi générale en 1648. La lettre de commission est donc une manifestation de restauration de l'autorité royale mise à mal pendant près de 5 ans par les parlements, les officiers et des nobles. Elle a un goût de revanche, tant pour les intendants hier vilipendés et interdits que pour le roi Louis XIV et Mazarin. Cependant, pour le Lyonnais et 5 autres provinces, la Bourgogne, la Champagne, le Languedoc, la Picardie et la Provence, une déclaration royale du 17 juillet 1648 avait réussi à maintenir les intendants, mais en ramenant leur pouvoir à de simples fonctions de commissaires aux armées. C'est en référence à cette permanence et en omettant les amputations de pouvoir alors subies par les commissaires royaux que le texte parle de la continuité de l'intendant. Passons aux commentaires. Le texte, d'aspect compact, est constitué d'une suite de commandements aux termes répétitifs. Son déroulement ne peut servir de plan. Il est préférable de repérer les thèmes principaux du document et de bâtir le commentaire à partir de ses centres d'intérêt. 3 se dégagent. D'abord les rouages de l'administration provinciale, ensuite le portrait de l'intendant, et enfin, logiquement, ses pouvoirs. Je commencerai donc, dans un premier temps, par l'administration provinciale. Il faut en repérer les diverses composantes tout au long du texte et les ordonner en référence à leur caractère et à leur contraste.
La première distinction concerne les assemblées élues, placées à la tête des villages ou des villes, et les représentants du pouvoir royal. Il faut brosser le portrait des communautés d'habitants des corps des villes et établir la typologie des représentants du pouvoir royal, soit en fonction du contenu de leur charge ou de leur ancienneté, soit en opposant officiers et commissaires royaux. D'après la teneur des charges, il est possible de distinguer 3 administrations chargées de la justice, des finances, du maintien de l'ordre, de la sécurité dans la généralité. À l'intérieur de chaque rubrique, il convient d'ordonner, selon un rang d'importance croissante ou décroissante, la hiérarchie des corps ou des personnes. Le maintien de l'ordre est confié aux prévôts des maréchaux et à leurs auxiliaires, lieutenants et archers, ou à des gouverneurs des villes, places et châteaux. Il faudra définir leurs attributions, souligner la confusion et les empiétements de compétences entre les prévôts et les présidiaux depuis 1552. En ce qui concerne l'état de justice, il convient de distinguer les juges ordinaires ou seigneuriaux des magistrats royaux. Et il faut les définir et présenter la pyramide des tribunaux royaux, châtellenies, bailliages et sièges présidiaux. Quant à l'état des finances, il faut adopter la même démarche et définir le bureau des finances placé à la tête de la généralité, les 5 élections du Lyonnais, le rôle des élus et des trésoriers généraux des finances. Ces administrations sont entre les mains d'officiers titulaires de leurs charges. Il faut rappeler les conséquences de la Paulette et sujet à de nombreuses critiques. Or, le texte dresse le catalogue des griefs habituellement adressés aux magistrats et aux manieurs de deniers publics. Lenteur des procédures, jugement parfois inique, malversation financière, agents concussionnaires et prévaricateurs. Le pouvoir royal reprend à son compte les récriminations portées contre ses officiers, donc ses représentants, détenteurs d'une portion de sa souveraineté. Il faut veiller à réfléchir aux motivations de cette démarche d'apparence surprenante qui indique un pouvoir royal désireux de ne pas engager sa responsabilité dans les agissements de certains de ses officiers, cherchant à affaiblir ces derniers de manière à favoriser ses plus fidèles soutiens, les intendants, attaqués durant la Fronde par ces mêmes officiers avec lesquels ils sont en rivalité de pouvoir. Deuxième sujet à traiter dans ce commentaire. Il s'agit de faire le portrait de l'intendant, en commençant par ses origines familiales. François Bochart de Champigny et de Saron est maître des requêtes et conseiller d'État. Intendant de justice en Provence en 1637, il est ici nommé intendant de la généralité de Lyon. Il appartient à une vieille famille parisienne de serviteurs de l'État et de l'Église. Si la biographie du personnage n'est pas connue, il faut s'appliquer à dégager à travers ses traits ceux du groupe auquel il appartient. Quels sont ses antécédents ? L'intendant est probablement moins l'héritier lointain des commissaires des partis envoyés en chevauchée dans les provinces dès le XIVe siècle que le successeur des maîtres de requête chargés d'assister les gouverneurs avec le titre d'intendant de justice. L'appellation définitive date de 1653 et, dans tous les cas, l'intendant est investi de l'autorité royale. Quelle fut la carrière et quel est le statut, ou quel fut le statut de François Bochart? Il commence sa carrière au sein du corps des maîtres de requête qui fournit à la royauté ses serviteurs les plus importants, au moins depuis le XVe siècle.
C'est un homme issu du Conseil d'État, privé et finances, l'organisme le plus important du gouvernement et qui comprend, depuis le règlement de 1547, les princes de sang, les pairs, les grands officiers de la couronne, des dignitaires civils et militaires. Notre homme a un itinéraire très représentatif de celui des intendants et des principaux serviteurs de l'État pour ce commissaire royal. Troisième problème, celui des tâches de l'intendant. Le titre de la commission les énonce. Justice, police, au sens d'administration, et finances. Il s'agit d'exposer les conditions de la mise en place de cette trilogie lors des années 1628-1635. Commençons par les pouvoirs judiciaires. Ce sont les plus anciennement délégués aux commissaires royaux. Il faut les analyser. Il s'agit de tâches de contrôle et d'inspection avec la surveillance attentive de l'appareil de justice, de la distribution de la justice, l'écoute des plaintes des sujets dans le ressort de la généralité et enfin le droit de siéger dans les tribunaux et même de les présider. Il y a ensuite les activités de police qui consistent à administrer afin d'assurer le maintien de l'ordre et prévenir toute assemblée de nature à troubler la tranquillité publique. On peut pointer l'accumulation des termes caractérisant des conduites troublionnes, assemblée illicite, pratique, sédition, émotion, entreprise, et les mettre en rapport avec le souvenir de la Fronde, même si Lyon resta fidèle au roi et les soulèvements populaires nombreux au cours du XVIIe siècle. L'intendant doit enfin administrer, par l'exercice d'une tutelle sur les communautés rurales et urbaines, leurs élections et leur reddition de comptes. Au cours des années 1637-1642, les intendants sont investis de pouvoirs fiscaux-financiers. Ils doivent assurer et surveiller la répartition et la collecte des impôts royaux, présider les réunions du bureau des finances et des élections, lutter contre les abus et engager des procédures contre les coupables. Les officiers spécialisés dans la collecte des impôts, les trésoriers et les élus, adaptés en temps de paix, se révèlent inadéquats en période de guerre et se trouvent supplantés par les intendants. L'efficacité prêtée à l'intendant lui vaut d'être responsable de la politique d'hébergement et de ravitaillement des gens de guerre, avec le souci d'éviter les excès de la soldatesque. Les pouvoirs de l'intendant sont donc considérables et en croissance permanente. En tant que représentant du roi, il peut exercer la justice retenue. Il a alors compétence pour juger en dernier ressort et avec célérité les coupables de désordre sur la voie publique. Par sa tutelle sur les communautés, il est un agent centralisateur actif. À l'occasion de la guerre de 30 ans, il est devenu un administrateur financier de premier plan et la lettre conforte cette dimension récente. Enfin, l'intendant est un agent d'information de premier ordre pour le pouvoir, comme le suggère l'emploi des verbes enquérir et informer, et la mention des procès-verbaux à expédier à Paris. Ainsi, l'intendant apparaît comme un rouage décisif de la machine administrative forgée par Richelieu, entretenue par Mazarin, afin de faire prévaloir les vues d'une politique à prétention absolutiste dans une conjoncture belliqueuse. Passons, pour terminer, à l'intérêt de ce document. Il reste en effet à appréhender la réalité des pouvoirs de l'intendant. Le commissaire royal les exerce-t-il pleinement ou doit-il se satisfaire de responsabilités inférieures à celles contenues dans la lettre de nomination ? Il faudra dans un premier temps repérer les éléments de réponse livrés par le texte et observer tout d'abord la position ambiguë de l'intendant vis-à-vis du gouverneur. Si l'intendant possède pleine autorité sur les corps d'officiers, les villes, les régiments et leurs gradés, il n'en est pas de même avec le gouverneur. Il doit l'assister, se rendre aux réunions qu'il suscite
et n'émettre que des avis consultatifs. Ici, l'intendant pratique une forme d'assistanat du gouverneur. Il occupe un rang inférieur à celui de représentant traditionnel de roi dans la province. Dans cette relation déséquilibrée, affleurent les positions sociales contrastées du gouverneur, grand noble d'épée, issu d'une des toutes premières maisons de la noblesse provinciale titrée, et de l'intendant, un Robin sans illustration particulière. Il y a ensuite l'absence de toute administration spécifique. Le texte est muet sur les agents mis au service exclusif de l'intendant, tout simplement parce qu'il n'en existe pas ou guère. À peine 1 ou 2 commis et 1 ou 2 subdélégués. Le commissaire ne dispose pas de relais, cela affaiblit la portée de son action. Il doit constamment composer avec les institutions et les hommes en place afin de faire reluire l'autorité du roi et de l'État. Ce double constat autorise à des remarques plus amples détachées du texte. L'intendant est un représentant royal, bardé de pouvoir, mais l'image d'un commissaire omnipotent doit être amendée. D'abord, parce que la conjoncture reste délicate et que tous les intendants ne sont réinstallés qu'en 1661. Ensuite, parce que, sauf à alimenter une conflictualité permanente avec les officiers et à ne pas avoir grande influence dans la généralité, l'intendant ne doit pas négliger la négociation. Un écart significatif existe entre le contenu de la lettre, qui suppose un homme nanti de larges moyens pour remplir des tâches innombrables, et la minceur des moyens octroyés aux intendants.